En guise d'introduction, les traumatismes du nerf périphérique représentent environ 2 à 3% de l'ensemble des traumatismes ouverts ou fermés. L'incidence est bien sûr beaucoup plus élevée chez le sujet jeune, sexe masculin, avec un âge compris entre 20 et 25 ans. Et dans 75% des cas, la lésion va intéresser les membres supérieurs. Et toutes lésions confondues, la récupération fonctionnelle post-neuropathie traumatique est moins de 50%. Les causes sont multiples, bien sûr, majorées par accident de la voie publique, soit par véhicule, soit par moto, soit par des agressions, hétéro ou auto-agressions. Mais la physiopathologie des neuropathies traumatiques reste commune, quel que soit le mécanisme. Mais sur les tractions et les lacérations restent les mécanismes les plus communs. On va commencer par le fondamental, l'anatomie du nerf périphérique. Comme tout le monde le sait, un nerf périphérique est constitué par un corps cellulaire, une cellule nerveuse, qui est située au niveau de la corne antérieure pour le contingent moteur et au niveau du ganglion spinal pour le contingent sensitif, avec un corps cellulaire qui est le centre de métabolique, où aura lieu la synthèse, mais aussi la lyse des débris neuronaux. Il y a l'axone qui constitue la voie conductrice primaire aussi bien des métabolismes que des voies de conduction nerveuse, motrice et sensitive, et bien sûr des prolongements dendritiques. Entourant la cellule nerveuse, pour certains fibres, ils sont entourés par la myéline. Comme tout le monde le sait, la myéline est produite par la cellule de Schwann, et sa principale particularité, c'est qu'elle permet une conduction saltatoire, donc une conduction à plus grande vitesse, que ce soit pour le contingent moteur ou pour le contingent sensitif. Entourant la cellule nerveuse et la myéline avec sa lame basale, on retrouve les gaines, et c'est la lésion de ces gaines qui va identifier le mécanisme et aussi le pronostic lié à la récupération après une neuropathie traumatique. Pour l'orientation des gaines, en commençant par le dedans vers le dehors, on va trouver, je peux voir le pointeur, donc là c'est une représentation schématique du nerf périphérique. En commençant par le centre, vous avez des fascicules. Chaque fascicule est entourée par un onde de nerf. Donc l'onde de nerf, c'est un tissu fibreux couvrant l'axone et qui participe en partie au tube myélique. Et bien sûr, il contient des vaisseaux nourriciers. Au-delà de l'onde de nerf, on va trouver le périnerve. Vous voyez ici. Donc le périnerve, c'est un tissu conjonctif couvrant les fascicules. Il confère à la résistance et à la traction, confère une résistance à la traction et permet aussi au nerf d'avoir une certaine élasticité qui permet aussi bien de faire un raccourcissement qu'un prolongement. Tout dépend de la position de vos membres. Ce tissu aussi contient des vaisseaux nourriciers et à la surface, vous avez l'épinerve qui entoure un groupe de fascicules et qui protège contre la pression et contient lui aussi des vaisseaux nourriciers. Donc vous voyez qu'à chaque niveau, à chaque gaine, on a une distribution particulière des vaisseaux nourriciers. Là, c'est la structure anatomique réelle en microscopie électronique d'un nerf normal, où vous avez l'axone, vous avez la gaine de myéline en M, vous avez des cellules de Schwann qui constituent la myéline, et vous avez en périphérie des fibres de collagène qui constituent les différents gaines qu'on vient de voir. Toujours structure anatomique qui vont intéresser la vascularisation du nerf périphérique. On sait que la vascularisation du nerf périphérique se fait par des vaisseaux nourriciers qui peuvent émerger de deux contingents, soit par un vaisseau dominant, c'est-à-dire une artère dominante qui va donner des vaisseaux nourriciers pour les différentes couches de la cellule nerveuse, soit par des vaisseaux accessoires qui vont émaner essentiellement des tissus cutanés et musculaires environnant le nerf périphérique. Et vous avez qu'à chaque niveau, chaque étage, on va dire à chaque étage de chaque gaine, il y a une certaine distribution, mais aussi une certaine anastomose entre les vaisseaux nourriciers à l'étage épénévritique, endonévritique et périnévritique. La manière avec laquelle l'artère va aborder le nerf est différente. Ça peut être une seule artère principale dominante qui va donner différentes branches pour la branche principale du nerf, mais aussi pour ses bifurcations. Comme ça peut être un seul vaisseau nourricier principal qui va émaner d'une artère dominante et qui va suivre tout le long du trajet le nerf périphérique. Sinon, ça peut être différentes artères dominantes qui à chaque fois vont donner un vaisseau nourricier pour le nerf. Je vous explique qu'en partie le nerf est protégé d'un infarctus local. Il peut régénérer grâce à ces différentes anastomoses et ces différents abords entre les vaisseaux nourriciers et l'artère dominante. Le schéma à gauche constitue la matrice périnerveuse qui entoure le nerf, où vous avez les fibroblastes, les macrophages, ainsi que certaines cellules myéliniques, cellules de Schwann matures, mais aussi immatures, qui vont essayer
de régénérer le nerf après un traumatisme. Tout le monde connaît la classification des fibres nerveuses entre fibres myélinisées et fibres non myélinisées. Donc la différence principale, c'est le diamètre. Plus le diamètre de la gaine de myéline et aussi du nerf est grande, plus la vitesse de conduction est grande. Et du coup, la réparation, si jamais cet instrument tombe en panne, sera beaucoup plus difficile à faire. En faisant une randonnée par les fibres du type C, si jamais on tombe en panne, une torse de cheville, c'est facile à réparer, on peut rapidement reprendre la marche. Par contre, une panne au niveau de Formule 1 ou d'un avion, ça c'est beaucoup plus difficile à réparer, ça prendra beaucoup plus de temps à le remettre en circulation. Ce schéma anatomique aussi il reste important, surtout pour l'application thérapeutique. Il faut savoir que chaque nerf, il va métamorphoser sa configuration anatomique interne. Tout dépend de sa position par rapport à l'articulation, mais aussi par rapport au tissu environnant. Vous avez là une coupe du nerf médian après le poignet, c'est-à-dire après le passage du canal carpien, avant le passage en canal carpien, au niveau de l'avant-bras. Et vous voyez en vert les fibres motrices et en rouge les fibres sensitives. Et vous voyez la différence entre le site numéro 6, c'est-à-dire au pli du coude, par rapport au site numéro 1, au niveau du poignet, où le principal contingent reste sensitif. Ceci reste important pour les transferts nerveux. Chaque fois qu'on va effectuer un transfert nerveux, il faut toujours s'imaginer cette constitution anatomique interne du nerf périphérique pour effectuer un transfert nerveux. Ça, c'est pareil pour les nerfs. Une nerf, c'est beaucoup moins complexe, avec un contingent sensitif qui est latéral et plus antérieur, et un contingent moteur qui est beaucoup plus médian. Tout le monde connaît le rôle de la cellule de Schwann. C'est elle qui va constituer la myéline, qui va s'enrouler autour de l'axone. Il va constituer environ 300 tours. Ces tours vont définir des lames denses fines et des lames denses majeures. Et entre ces lames fines denses et lames fines majeures, il y aura des zones d'étroitesse, des zones de faiblesse anatomique qu'on appelle les junctions ou les gaps ou les zones de Schmidt-Lantermann. Donc chaque fois que vous aurez une démyélinisation traumatique, ça va commencer par cette zone de Schmidt-Lantermann. Et bien sûr, plus le traumatisme est violent, plus il est profond, plus ça va atteindre les gaines. Et chaque fois qu'une gaine sera altérée, le pronostic fonctionnel et de récupération sera beaucoup plus mauvais. Alors, concernant les principaux mécanismes lésionnels, comme on a dit, le principe mécanisme lésionnel plus dominant, c'est la traction. Ça peut être un étirement, les ruptures ou les avulsions. Et ça concerne la majorité des neuropathies traumatiques, mais aussi la plexopathie obstétricale du nouveau-né. Et pour cela, on a besoin d'une classification, d'un grading de Sunderland et de Seddon. Au second lieu, c'est les entrappements, c'est le mécanisme non traumatique le plus fréquent. Et en troisième lieu, c'est la lacération, que ce soit par objet tranchant ou par objet contondant. Et dans 30% des cas, chaque fois que vous avez un traumatisme par objet tranchant ou contondant, 30% de ces patients auront une lésion nerveuse associée. Bien sûr, il y a d'autres mécanismes beaucoup moins fréquents, à savoir les pressions, l'ischémie, les post-injections, les post-irradiations, le contexte électrique et le contexte thermique qui ont une physiopathologie qui est beaucoup plus particulière. Alors maintenant, on va aborder la classification des lésions traumatiques du nerf périphérique. Il y a deux classifications principales. La première, c'est celle de Seddon, qui remonte aux années 40. La deuxième est celle de Sunderland, qui remonte aux années 50. Alors Seddon, il a simplifié les choses. Il a classé les traumatismes du nerf en neurapraxie, axonotmésis, neurotmésis. On commence par les extrémités. Neurotmésis, c'est transection complète du nerf et de l'ensemble des gaines. Neurapraxie, c'est une démyélinisation focale sans atteinte des gaines, c'est-à-dire atteinte juste de la lame basale qui va couvrir la gaine de myéline. Axonotmésis, c'est une atteinte axonale et myélinique, et bien sûr à différents degrés, on aura une atteinte des gaines nerveuses. C'est ce qui va définir la classification de Sunderland. Donc Sunderland, en quelque sorte, il a un peu analysé les sous-groupes d'axonotmésis de la classification de Seddon. Un tableau qui récapitule ce que je viens de dire. Donc, classification de Seddon, neurapraxie qui correspond au stade 1 de Sunderland, ça correspond à une démyélinisation focale alors que l'axone est intact ainsi que toutes les gaines restent intactes. Neurotmésis qui correspond au stade 5 de Sunderland, c'est une atteinte transection totale du nerf qui va atteindre aussi bien la myéline que l'axone que l'ensemble des gaines. Par contre, les stades 2, 3 et 4 de Sunderland qui correspondent à l'axonotmésis de la classification de Seddon correspond à différents degrés d'atteinte des gaines environnant l'axone et la myéline. Donc, stade 2, c'est une atteinte myélinique et axonale. Stade 3, c'est une atteinte myélinique et axonale et de l'endonerve qui couvre immédiatement la myéline.
Le stade 4, c'est une atteinte de la myéline, de l'axone, de l'endonerve et du périnerve avec conservation de l'épinerve. Chaque fois que l'épinerve est lésé, là on est dans le stade 5, c'est le neurotmésis. Quelques détails par rapport à la classification de ces données. Il faut savoir que la clinique dans les différents stades, généralement, ne permet pas de faire la différence, mais à part peut-être pour la myotrophie ou pour le névrome distal qu'on retrouve dans le neurotmésis et qu'on ne retrouve pas aux autres mécanismes lésionnels. Mais la paralysie, l'anesthésie ou les paresthésies ne permettent pas de faire la différence entre axonotmésis, neurotmésis et neurapraxie. Et donc, je reprends. Neurotmésis, section complète du nerf. L'axone et tissu environnant. Territoire correspondant, on aura une paralysie qui va suivre le territoire tronculaire ou plexique. Une anesthésie, une amyotrophie et un névrome distal. Généralement, il n'y a pas de récupération spontanée. Et la chirurgie dans ces cas, il est indiqué. La récupération reste toujours incomplète. La récupération elle commence toujours par les sites les plus proximaux, cutanés et musculaires, vers les sites beaucoup plus distaux. Et là, la règle générale, c'est que toute lacération doit être considérée comme neurotmésie jusqu'à preuve ENMG du contraire. Pour l'axonotmésis, c'est une section axonale avec intégrité variable des tissus environnants. Et là, on a un phénomène qu'on appelle la dégénérescence valérienne, qu'on va voir par la suite. La clinique est idem que le neurotmésis. Et la récupération peut être spontanée. C'est possible, mais ça reste imprévisible et souvent incomplète. Par la neurapraxie, c'est une démyélinisation focale irréversible avec une ischémie locale. Il n'y a pas d'atteinte axonale. Généralement, la récupération elle est spontanée, elle est complète et elle est rapide. Ça reprend en schéma ce que je viens de dire pour le Sunderland. Reste à mentionner un 6e degré qui a été décrit par McKinnon en 1989. Alors McKinnon, il a décrit que pour un traumatisme du nerf, généralement, il n'y a pas un seul mécanisme. Généralement, c'est deux mécanismes, c'est-à-dire deux grades ou deux classifications qui existent au même moment, au même nerf. C'est-à-dire qu'il existe une atteinte mixte avec présence simultanée de 2 degrés d'atteinte, soit un stade A et un stade 5, soit un stade 2 et un stade 4, et qui est beaucoup challenger pour traiter. Concernant la physiopathologie, pour la neuropraxie, c'est une démyélisation focale qui va engendrer un bloc de conduction et un ralentissement des vitesses de conduction nerveuse. Il y aura dans un premier temps un recrutement et orchestration de la réponse immune avec afflux macrophagique, formation de bandes de Wagner. Les bandes de Wagner, c'est des cellules myéliniques qui vont revenir à leur état immature pour essayer de reconstruire la gaine de myéline avec salam basale. C'est ce qu'on appelle les bandes de Wagner. Et dans tous les cas, si la remyélinisation aura lieu, il se fait par des fragments internodaux qui sont beaucoup plus courts, ils sont beaucoup moins épais. Et du coup, la vitesse de conduction va être beaucoup moins basse que la normale. Ça, c'est un schéma qui récapitule une démyélinisation focale. Dans un premier temps, vous avez la démyélinisation. Dans un second temps, afflux macrophagique avec cellules myéliniques qui vont revenir à l'état immature et synthétiser la myéline. Et dans un dernier temps, reconstruction complète de la gaine de myéline, bien sûr avec des fragments entre les neuronviers qui sont beaucoup plus courts et moins épais, donc moins conducteurs. C'est une vue microscopique électronique du même nerf, avant démyélinisation et après démyélinisation, au même grossissement. Et là, vous constatez toute la différence pour le diamètre, aussi bien de l'axone que de la gaine de myéline. Alors, pour l'atteinte axonale, au bout distal, vous aurez une dégénérescence valérienne qui va être finalisée au bout de 3 semaines avec un blocage initial de la conduction, une fragmentation de la gaine de myéline, une multiplication des cellules de Juvan et un dépôt de collagène. Et au niveau du site proximal, vous aurez une diminution du calibre des fibres avec modification structurelle du noyau, une régénération de la synthèse lipidique, des membranes de cellules de Juvan et reprendre la neurotransmission. Et bien sûr, même dans l'atteinte axonale, la cellule de Juvan a un rôle primordial parce que c'est elle qui va initier la dégénérescence valérienne et va essayer de faire une clairance des débris neuronaux. C'est elle qui va recruter et orchestrer la réponse immune avec l'afflux des macrophages. C'est elle qui va former les premiers ponts nerveux qui vont essayer de reprendre les deux bouts séparés par la lésion traumatique, bien sûr avec la formation initiale des bandes de Wagner. Elle va reproduire une régénération axonale par des facteurs neurotrophiques. Et bien sûr, même dans ce cas, la remyélinisation se fait par des fragments internodaux beaucoup plus courts et moins épais. Donc c'est un schéma qui reprend un peu une lésion d'axonotmésis avec le sproutine au niveau du site proximal, c'est-à-dire en amont du traumatisme, vous aurez un sproutine axonal, c'est-à-dire l'axone qui va pousser pour essayer de rattraper le bout distal qui a été libéré ou espacé par le traumatisme. Et là, au niveau du bout distal, vous aurez un cône de croissance, c'est-à-dire des fibres et des tubules axonaux qui vont être principalement riches en filaments d'actine, qui vont essayer de reprendre le bout distal qui a été perdu par la lésion traumatique. Bien sûr, ceci est toujours médié par une réponse immunitaire et des mast cells qui vont libérer des facteurs neurotrophiques qui vont aider
à la régénérescence axonale et myélique. C'est un site qui reprend ce que je viens de dire, avec transection initiale axonale, dégénérescence valérienne, afflux macrophagique, reconstruction de la myéline avec un splotine axonal. Le splotine axonal va avoir un avancement antérograde en allant du site proximal et en rattrapant l'hypodystaux. Et bien sûr, in fine, on aura une remyélinisation avec toujours remyélinisation avec des fragments internodaux qui sont plus courts et moins épais, et une axone qui va reprendre aussi bien son contingent cutané que son contingent musculaire. Alors maintenant, la récupération, il se fait bien sûr là en proximal mais aussi en distal. En proximal, comme je viens de dire, il y aura une pousse axonale avec une latence variable entre 2 à 15 jours, avec reconstruction du cytosquelette. Et au bout distal, vous aurez un cône de croissance avec mobilité du cône grâce à une interaction actine-myosine et une repousse axonale qui va se faire à un rythme assez constant de 1 mm par jour. C'est un schéma qui récapitule une dégénérescence valérienne suite à un axonotomisis grade 2. Donc, dans un premier temps, les premières 24 heures, vous aurez l'afflux de macrophages avec début de la dégénérescence axonale qui va suivre. C'est une reconstruction d'abord des gaines de myéline et un splotine axonal qui va s'initier entre 2 et 3 mois. Et in fine, vous aurez, au bout de 6 mois, l'axone qui va reprendre son site innervé, cutané et musculaire, et bien sûr des fragments myéliniques moins épais et plus courts. Dans le cas d'une transection avec gap, c'est-à-dire avec un espacement, un hiatus entre la zone proximale et la zone distale, les mêmes phénomènes vont avoir lieu, sauf que le splotine axonal ne va pas arriver à réinnerver l'hypodystaux, et in fine, vous n'aurez pas de réinnervation spontanée complète, même au-delà de 6 mois. Vous n'aurez que des splotines axonaux qui n'arrivent jamais à réinnerver, comme c'était le cas avant, les zones cutanées et les zones musculaires. C'est le même schéma qui reprend la même chose. C'est juste un schéma pour montrer qu'il existe une sorte de signalisation qui va être soit par la cible, faite par la cible, soit faite par la source, pour faire un peu un triage entre les fibres nerveuses destinées aux muscles et les fibres nerveuses destinées à la peau. Même si qu'à un stade précoce, il y aura un mitigage, un croisement entre ces différents faisceaux, mais grâce à ces phénomènes de signalisation, il y aura une distinction et un filtre entre les faisceaux sensitifs destinés aux muscles et les fibres sensitives destinées à la peau. Certaines variables affectent cette régénération, à savoir le guidage du contact par attraction neurotropique, l'existence de facteurs neurotrophiques, à savoir neurotrophine 3, glial cell derived, mais aussi des facteurs de surface des cellules comme les fibronectines et la laméline. Il faut savoir que la récupération fonctionnelle elle est graduelle. Ça va commencer toujours par les activités sympathiques. Vous vous rappelez du schéma où on a mis l'avion, Formule 1, les gens qui font course à vélo et les gens qui font les randonnées. Donc c'est les randonneurs qui reprennent rapidement leur activité, c'est les activités sympathiques qui vont être suivies par les fibres destinées à la douleur. Ensuite, les fibres de la sensibilité thermique, le toucher, la proprioception, et finalement, c'est la fonction motrice. Et d'ailleurs, on dit toujours que le déficit est le premier à apparaître après un traumatisme, mais c'est toujours le dernier à disparaître après récupération. Comme application clinique, on a le signe de Tinel. Donc, le Tinel, c'est une sensibilité du nerf quand on tape avec un diapason, avec un marteau, et qui va déclencher des paresthésies à la percussion de l'extrémité distale du nerf. Ça peut être le cas d'un névrome distal, comme on l'a vu au niveau de neurotmésis. Dans ce cas, on aura un tunnel qui est localisé, qui ne va pas progresser. Par contre, pour les autres cas, où vous aurez un axonotmésis ou neurapraxie, vous aurez une régénération qui va faire que votre niveau du tunnel va être extensif en allant du proximal vers le distal. La régénération des fibres sensitives se fait par la zone centrale puis vers la périphérie. Et la régénération des fibres motrices va innerver d'abord les muscles les plus proximaux par rapport aux sites lésés et bien sûr ensuite les muscles les plus distaux. Et bien sûr, si neurotmésis, il n'y a pas de récupération. Et pour cela, on a besoin de tout arsenal clinique pour essayer d'évaluer la sensibilité parce qu'on a vu que les premières fibres qui récupèrent, c'est 5 fibres sensitives. Donc, on doit avoir un arsenal pour détecter la récupération pour chaque fibre nerveuse, chaque type de fibre nerveuse. Je récapitule le même tableau avec en plus le signe du tunnel, la récupération et le délai. Donc, pour neurapraxie, le tunnel, il peut être positif en amont du site. La récupération peut être spontanée et elle est complète. Et le délai de récupération est entre 6 à 12 semaines. Pour l'axonotmésis, la récupération est variable. Elle peut être complète dans le grade 2 de Sunderland, comme elle ne peut pas avoir lieu dans le grade 4 de Sunderland. Et pour la repousse et la régénération, on se fait à un rythme long, entre 1 mm par jour, voire même beaucoup plus long pour les autres stades. Et pour le stade 5, qui est neurotmésis, généralement, il n'y a pas de récupération. Et du coup, l'intervention chirurgicale reste primordiale. Ce que je viens de dire. Donc,
pour attitude thérapeutique, un traumatisme fermé en cas d'actionotomésis, on peut observer le malade pendant 3 semaines à 3 mois. Et s'il n'y a pas de récupération, on les données l'IMG oriente vers absence de récupération ou absence de régénération, on peut intervenir. Pour le traumatisme ouvert, il faut faire une exploration neurophysiologique péropératoire et décider l'intervention ou non par rapport à l'actionotomésis. Pour une neurotomésis, c'est une urgence. Il n'y a pas de récupération spontanée. Il faut intervenir entre les premières heures et entre 3 jours jusqu'à un maximum de 3 semaines après le traumatisme. Il y a bien sûr un traitement médical, mais pour le traitement chirurgical, le principe d'IBA, c'est qu'il faut faire une suture à pression normale. C'est-à-dire que le nerf doit être suturé, mais avec une tension qui est normale, il n'y a pas de pression, pour permettre une récupération qui est normale, sous un influx sanguin qui est normal, et ne pas favoriser les nécroses et les névromes distaux. Différentes techniques existent, à savoir une neurotisation musculaire directe, la neurographie, c'est-à-dire la jonction terminale du nerf, là où la jonction est inférieure à 1 cm. Sinon, au-delà de 1 cm, il faut faire des greffes avec ou sans conduit, comme c'est montré sur le schéma. Et bien sûr, il y a les techniques de transfert nerveux, transfert tendineux. Vous avez sur le schéma un exemple de transfert nerveux entre la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire et le nerf médian, bien sûr en respectant l'anatomie structurelle interne de chaque nerf pour ne pas tomber dans les dommages post-opératoires. Ça, c'est différents types de conduits qui peuvent exister pour les greffes. Il y en a des conduits qui sont imprégnés par des facteurs neurotrophiques, des conduits avec des filaments nerveux avec conduction électrique, des filaments poreuses, des conduits poreux et ainsi de suite. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.